Mali a été le principal sujet des échanges entre Saïd Djinnit et le médiateur de la CEDEAO dans la crise malienne, Blaise Compaoré. Le projet 1500 logements sociaux connaît à ce jour un taux d'exécution de 31%. Le Premier ministre était ce matin sur le chantier du projet à Bassengo pour un constat de l'évolution des travaux. Et puis, dernière ligne droite, avant le début de la campagne électorale pour les élections du 2 décembre, les formations se multiplient au profit des acteurs impliqués dans le processus électoral en vue d'une bonne tenue du scrutin. Dans ce journal, les militants de l'ADF-RDA reçoivent les leçons pour une bonne campagne, tandis que les observateurs du Conseil supérieur de la communication et les OSC sont formés sur leur rôle à ces consultations électorales. Ce sont les titres du 20h de ce jour sur la télévision de Burkina. Bonsoir à tous et merci de nous suivre. Tout de suite, direction le palais de Kosiam, où le président de Faso a reçu en fin de matinée le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest. Il a été essentiellement question de la situation qui prévaut en ce moment dans cette partie du continent dominée par la crise au Mali. Saïd Djinnit a échangé avec le médiateur dans la crise malienne sur les démarches entreprises pour une sortie de crise, y compris une éventuelle solution militaire. Écoutons le représentant spécial à sa sortie d'audience au micro de Adama Koulibaly. Nous, aux Nations Unies, partageons cette conviction que toutes les options et les voies du dialogue doivent être exploitées pour essayer de régler le problème de façon pacifique. Et évidemment, je suis venu faire le point à la lumière de mes discussions à Bamako avec le président qui est médiateur, pour voir comment on peut soutenir le dialogue pour qu'il soit fructueux et qu'il soit porteur de résultats assez vite. Évidemment, le médiateur a une grande responsabilité dans ce processus et nous avons discuté de cela. Je ne peux pas vous parler de délai de rigueur pour le moment, mais ce qui est sûr, c'est que l'option préférée par tous, aussi bien par la CEDEAO que par l'Union africaine et les Nations Unies, c'est l'option du dialogue. Et nous souhaitons que le dialogue ait lieu le plus rapidement possible. Et un des objets de ma visite à Bamako, c'était justement d'encourager à ce dialogue. Et comme le responsable au titre de la communauté internationale, c'est le président Compaoré, nous avons évoqué. Évidemment, la communauté internationale a envisagé, et le déploiement est en voie de préparation, puisque le concept d'opération a été finalisé à Bamako et puis avalisé par les chefs d'État à Abuja. Il a été transmis à l'Union africaine qui doit le transmettre au Conseil de sécurité, qui doit examiner. Donc on attendra la décision finale du Conseil de sécurité. Nous nous rendons à l'Assemblée nationale pour une autre audience et c'est le gouverneur du district 403A1 du Lions Club International en visite au Burkina qui a été reçu en fin de matinée par le chef du Parlement burkinabé. À l'issue de l'entretien qui a porté sur les projets de ce club service au Faso, une distinction a été remise à Rochmar Christian Kabouré, suivant Mama Tapo au micro de Sylvain Vebamba. Je suis venu Burkina pour rencontrer les clubs, voir leur état de santé et aussi m'enquérir, n'est-ce pas, de leurs besoins. Mais là, nous avons demandé un rendez-vous à M. le Président de l'Assemblée nationale pour le rencontrer, lui dire ce que nous faisons pour les populations démunies au Burkina, mais aussi prendre conseil auprès de lui sur les axes d'orientation. Comme c'est l'Assemblée nationale qui vote les lois, l'Assemblée nationale qui est en son sein tous les représentants du peuple, nous nous sommes dit qu'il serait bon de venir prendre conseil auprès de lui. Le président de l'Assemblée nous a écoutés attentivement. Le président de l'Assemblée sait très bien ce que nous faisons. Il a même cité des projets que nous faisons qui nous a encouragés à continuer. Et il nous a promis en tout cas son appui personnel. Des nouvelles de l'opération 1500 logements sociaux et économiques à présent. Le programme lancé en juin dernier est à sa première tranche de réalisation de plus de 900 logements composés de villas F2 et F3 avec possibilité d'extension. Le taux d'exécution est estimé à 31% et le Premier ministre était sur le chantier de Bassengo ce matin pour un constat de l'état d'avancement des travaux. Safiatou Tamboula a suivi la visite pour nous. Le fort taux d'urbanisation au Burkina Faso induit une hausse de besoins en logement. Dans ce contexte, le gouvernement a initié un programme de construction de logements sociaux dénommé Programme 10 000 logements sociaux et économiques dont l'exécution se passe en différentes phases.
Le projet de construction de 1500 logements à Basenko vient donner un nouveau souffle à la mise en œuvre de ce programme 10 000 logements sociaux. La cité de Basenko se réalise par tranche et pour cette première, ce sont 974 logements de type F2, F3 simple et F3 jumelés, tous extensibles qui sont en chantier. C'est un projet qui s'exécute sur la base d'un soutien du gouvernement à travers le ministère de l'économie et des finances, le maître d'ouvrage, naturellement la direction générale du centre de gestion des cités. Le contrôle est assuré par la direction de l'architecture. Et puis les lots ont été repartis, on a 12 lots, donc on a 12 entreprises de groupement qui l'exécutent et pour nous ça se déroule très très bien. Parce que le taux d'exécution physique moyen autour de 31% pour un temps écoulé de 80%. Donc ça s'équilibre, on est dans les délais. Le centre de gestion des cités, CGCI, reste le bras de construction de l'État dans la mise en œuvre de ces projets de construction. Le CGCI a en charge donc de réaliser 1000 logements, mais nous avons pu réaliser, n'est-ce pas, 739 logements. Et sur la base, n'est-ce pas, d'un prêt que le ministère des Finances nous a accordé, 6 milliards. La situation de l'exécution physique des travaux de construction de cette tranche du projet est jugée assez satisfaisante par le chef du gouvernement qui a tenu à toucher du doigt la réalité de l'exécution du projet. Quand on regarde le niveau d'avancement des travaux, on est plus ou moins satisfait parce que c'est le 15 juin dernier que j'ai lancé l'implantation de cette cité. Et quand on pense que cette période a coïncidé avec l'hivernage, je pense que les entreprises ont fait un très bon travail, puisque le taux d'exécution moyen est autour d'un peu plus de 70%. Et pour les autres qui sont autour de 30%, je pense qu'avec un petit effort, ils peuvent aller plus loin. Mais j'ai vraiment insisté auprès des entreprises d'abord que ces villas soient bien construites. À terme, le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme ambitionne à travers ce projet de construire un quartier acceptable qui alterne le social et l'économique. Le coût moyen des logements va de 5 500 000 francs à 8 500 000 selon les types de maisons. Le Burkina Faso, décidément un vaste chantier et c'est peu de le dire. C'est également parti depuis ce matin pour les travaux de construction et de bitumage de la route Ouagadougou-Niokko-Saba. La réalisation de ce tronçon est estimée à environ 3 milliards de francs CFA pour un délai d'exécution de 7 mois. Le lancement des travaux avec Boukari Ouedraogo. Un véhicule qui passe et derrière plus rien, sauf un nuage de poussière qui envahit le ciel. Et cela n'est pas sans désagrément pour les élèves et autres usagers de la route. Voici les réalités ici sur la route départementale numéro 152, Ouagadougou-Niokko-Saba. Dans seulement 7 mois, ce cauchemar relèvera du passé avec le lancement officiel des travaux de bitumage de la voie principale d'accès à la commune de Saba. Plus de 3 milliards de francs CFA supportés entièrement par le budget de l'État ont été mobilisés pour le bitumage de ce tronçon long de plus de 8 km. Et ce n'est pas tout car ce projet prend également en compte la bretelle Ménan à l'université Thomas d'Aquin et celle qui dessert le CSPS de la commune. Nous mettons un point d'honneur au respect de la qualité des travaux, mais nous mettons également un point d'honneur sur le respect des budgets et sur le respect de toutes les dispositions, toutes les mesures environnementales et sociales qui accompagnent la mise en œuvre des projets. Ce projet viendra en point douté assurer le désenclavement de la commune réputée être une zone de production en maraîchère-culture et en élevage. C'est justement ce pourquoi les autorités locales n'ont pas manqué de traduire toute leur reconnaissance au gouvernement burkinabé. Un sentiment de joie, de reconnaissance, de gratitude pour cet effort consenti par l'État pour bitumer cette voie. En tout cas, c'est un vœu, c'est un rêve de toute la population de Saba qui est en train de se réaliser. L'entreprise Suzu Construction chargée de l'exécution des travaux a déjà mobilisé les grands moyens pour l'effectivité du chantier. Un chantier qui sera suivi de près par le ministère en charge du désenclavement qui déjà a pris les dispositions. Reste aux populations d'assurer l'entretien de la voie toutefois les travaux terminés, a souligné le ministre en charge de l'industrie représentant le Premier ministre. Nous leur confions la route. Nous leur confions la route, on insiste. Et qu'en principe, c'est leur ouvrage
et qu'ils doivent veiller à ce que cet ouvrage soit vraiment pour une très très longue durée. Le bitumage de la route départementale numéro 152 Ouagadougou-Nioko-Samba permettra d'améliorer le cadre de vie des populations et mieux assurer une plus grande sécurité des usagers et des riverains. Et dans le même registre, ce communiqué de la direction du protocole d'État pour poursuivre à l'occasion de la cérémonie officielle de lancement des travaux de construction et de bitumage de renforcement de la route nationale RN1 entre Sankoïsé et Boromo de la route communautaire placée sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. La direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées le jeudi 15 novembre 2012 à partir de 14h30 à Sabou, province du Boultiemde, région du centre-ouest. L'heure limite d'arrivée est fixée à 15h. C'est signé le directeur général du protocole d'État, l'ambassadeur Léon Yugoubare, commandeur de l'ordre national. Et pour clore cette série de travaux, bientôt un laboratoire national de biosécurité pour le Burkina Faso, avec pour mission de fournir des services de vérification et d'évaluation des risques liés à la biotechnologie. Le coût de ce projet, 2 milliards de francs CFA, le top de départ des travaux de construction, a été donné ce matin en présence de Yacouba Goro. Voilà à quoi va ressembler dans les 5 prochains mois le futur laboratoire national de biosécurité du Burkina Faso. Financé à hauteur de 2 milliards de francs CFA, ce laboratoire à vocation régionale va offrir des services d'analyse et d'évaluation des risques liés à la manipulation et à l'utilisation de tout matériel biologique. Ce bâtiment va servir à contrôler les organismes génétiquement modifiés et également les micro-organismes. Donc, normalement, il y a toujours des risques, comme on dit, quand on déploie des OGM. Et il faut savoir si ce que vous avez dit comme OGM, est-ce que c'est ce que vous avez? Ou bien est-ce que dans un lot de semences ou de produits alimentaires, est-ce qu'il y a des OGM? C'est un bâtiment R+1 qui va s'étendre sur une superficie de plus de 2000 mètres carrés. Situé à Cambouensé, ce laboratoire sera doté de matériel de recherche avec des mesures sécuritaires appropriées en vue d'éviter tout risque de contamination. Le laboratoire va permettre, par exemple, de contrôler les produits alimentaires qui entrent sur le marché pour savoir si c'est des OGM ou pas. Mais il va permettre surtout de contrôler la qualité des organismes génétiquement modifiés que nous allons exploiter ou que nous allons fabriquer nous-mêmes. C'est aussi une occasion pour le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation de remercier la Banque mondiale et l'UOMOA, principaux appuis financiers. L'actualité politique dans ce journal, c'est la tenue depuis hier à Ouéguia d'une rencontre d'évaluation des recommandations issues des assises sur les réformes politiques au Burkina. 100 recommandations ont été passées à la loupe. Au micro de Évariste Kombari, le secrétaire permanent des réformes politiques donne plus de précisions sur ces travaux. L'atelier actuel vise particulièrement à suivre, à prendre des informations au niveau des différents ministères sur l'état de mise en œuvre des recommandations relevant des politiques sectorielles. Il faut noter que dans les conclusions des assises, il y avait 2 types de propositions. Il y avait les propositions de réforme qui concernaient la rédaction de textes pour changer nos institutions et il y avait aussi des propositions qui traduisaient les préoccupations des couches sociales et qui ne pouvaient être réalisées qu'à travers les politiques sectorielles qui sont exécutées au niveau des différents ministères. On avait fait une évaluation qui a permis de dire que la rédaction des textes, ça s'est bien passé, mais que l'évaluation de la mise en œuvre des politiques sectorielles, il y avait encore des efforts à faire pour que toutes les informations soient recueillies. Et nous sommes là pour ça. Le résultat final de ces concertations vise à nous permettre, en fin d'année, de produire un rapport sur l'état de mise en œuvre des recommandations issues des assises nationales. Ce rapport aura 2 volets. Le volet
compte rendu de l'élaboration des textes visant les transformations institutionnelles d'une part, et d'autre part le volet prise en compte des recommandations issues de ces assises nationales-là au plan et traduisant les préoccupations sur le plan sectoriel. Nous avons au total 106 recommandations touchant aux préoccupations des couches sociales qui seront évaluées au cours de cet atelier. Et à quelques jours de l'ouverture de la campagne électorale, le Conseil supérieur de la communication affûte ses armes. L'organe de régulation des médias au Burkina forme depuis ce matin ses observateurs sur leur partition dans ce processus électoral pour une juste mesure de l'information pendant la campagne. Pluralisme et équilibre de l'information sont à respecter absolument durant cette période. Nyarkiteda. Ils sont 100 observateurs recrutés par le Conseil supérieur de la communication et qui seront disséminés à travers le pays pendant la campagne électorale. Leur mission, veiller à l'égalité d'accès aux médias d'État par les formations politiques en lice, mais également s'assurer du pluralisme et de l'équilibre de l'information dans les médias privés. Une mission noble et à la fois complexe au regard de la nature du scrutin. C'est pourquoi le Conseil supérieur de la communication a convié ses envoyés spéciaux pour leur donner les rudiments nécessaires afin de leur permettre de remplir efficacement leur mission. Nous avons comme un contrat avec les médias. Et ce contrat pendant la période électorale veut que les médias privés à travers l'ensemble du pays puissent respecter le principe de pluralisme et d'équilibre au profit des candidats ou des partis en lice. Et pour permettre au CSC de vérifier le respect par les médias de ce contrat-là, nous avons besoin au plus près de ces médias de proximité de pouvoir suivre et vérifier, contrôler le contenu. Les enjeux et encadrement de l'information, l'aperçu des tâches dévolues aux observateurs, le traitement de l'information en période électorale, l'éthique et la déontologie du métier du journalisme, bref, c'est une panoplie de communication qui sera administrée à ces observateurs pour faire d'eux des thermomètres sûrs du CSC partout au Burkina où il y a un organe de presse. Le CSC dit avoir pris toutes les dispositions pour que rien ne leur échappe. Ça va consister à écouter les programmes des radios, des télévisions privées sur l'ensemble du territoire et journalièrement de calculer les temps consacrés aux différents partis en lice ou les espaces consacrés aux différents partis en lice et de faire des tableaux comparatifs. Ils ont 72 heures pour tout maîtriser afin de contrôler les temps d'antenne, les temps de parole, le nombre de pages et les techniques de rédaction pour le rapport de leur travail. Les organisations de la société civile doivent également jouer à fond leur rôle à ces consultations électorales, mais encore faut-il le leur définir. Et c'est ce à quoi s'attelle le département des droits humains et de la promotion civique. La société civile est à cette école depuis ce matin à Kaya. Estelle Judith Assogba. Les élections municipales et législatives couplées avancent à grands pas et le ministère des Droits humains et de la promotion civique souhaite une forte participation des populations. Pour gagner ce pari, ce département a décidé d'impliquer les organisations de la société civile. Ils mènent ensemble à Kaya, dans la province du San-Matenga, la réflexion sur le rôle des organisations de la société civile dans la participation des populations aux consultations électorales. L'objectif est de susciter l'intérêt des populations autour de la question. On sait quelle est l'importance des organisations de la société civile au niveau de la base. Ce sont des organisations de proximité qui ont beaucoup de capacités à mobiliser. Alors, et comme vous le savez, la démocratie repose d'abord sur la participation des citoyens. Alors donc le droit à la participation citoyenne, c'est quelque chose d'assez important pour nous. C'est pourquoi nous avons associé les organisations de la société civile pour que chacune à son niveau, elle puisse jouer un rôle capital. Ces acteurs vont bénéficier des communications sur la participation électorale et la consolidation démocratique, enjeux et perspectives. Le droit à la participation aux affaires publiques et la contribution des organisations de la société civile à la participation des populations aux élections couplées législatives et municipales seront également dispensés aux participants. Ils devront à leur tour partager ces connaissances aux populations en vue de susciter un changement de comportement pour une participation effective aux processus électoraux au Burkina Faso.
Et pour une victoire au soir du 2 décembre, une bonne stratégie de campagne est indispensable. C'est la conviction au sein de l'ADF-RDA. Le parti de Gilbert Noël Ouédraogo a mobilisé ses militantes autour de la recette d'une campagne électorale gagnante. Les femmes du parti de l'éléphant sont invitées à réfléchir sur les ingrédients pour cette stratégie qui conduira au succès. Salinana. Prête, elles le sont pour une victoire du parti de l'éléphant aux élections couplées au soir du 2 décembre prochain. Ces femmes de l'ADF-RDA venues des 45 provinces du Burkina se mettent à niveau sur les stratégies de campagne à mettre en place pour leur pleine implication à la vie politique du parti. Cette formation dont elles bénéficient vise à les outiller de méthodes et de stratégies de campagne propres au parti. L'intérêt de cette formation, c'est de les outiller pour qu'elles puissent être prêtes pour mener le combat. Ce qui nous motive, c'est le dynamisme des femmes. Nous avons constaté que lors des échéances électorales, dans les bureaux de vote, l'observation est faite unanimement par tous que la femme est celle qui va le plus tôt. Et c'est celle qui part voter. Et c'est celle qui fait en réalité le scrutin. Parce que les femmes, lorsqu'elles disent qu'elles sont avec vous, elles sont avec vous. Convaincues de la nécessité pour elles de jouer pleinement leur rôle au cours des échéances électorales à venir, les militantes de l'ADF-RDA saluent l'initiative qui leur permettra d'accroître leurs connaissances politiques. Je souhaiterais que les femmes, en quittant cette salle, qu'elles aient des connaissances acquises pour aller sur le terrain. Parce que vous savez qu'il y a une forte concurrence et nous sommes prêtes. Et c'est le complément, elles sont vraiment prêtes pour aller sur le terrain. Ces participantes devraient à leur tour servir de relais de formation auprès des militantes et militants de leurs localités respectives. Le processus électoral ainsi en branle au Faso ne doit pas laisser indifférent l'un des juges suprêmes des États-Unis d'Amérique qui séjourne en ce moment au Burkina, Stephen Breyer, qui a partagé l'expérience américaine en matière de justice avec les hommes de loi et de médias burkinabés, cela à travers une communication qu'il a donnée hier. Frédéric Etienne Bassenga y était. Stephen Breyer, juge de la Cour suprême des États-Unis d'Amérique, explique les fondements de la loi américaine. Une référence, la Constitution, une institution garante, la Cour suprême, 9 juges, une mission. La mission essentielle à la défiance des autres tribunaux est certainement d'interpréter ce document de la Constitution des États-Unis et d'appliquer. Et le moment le crucial, le plus important, est que le tribunal, qui a le mot ultime, sur la signification de ces mots, de ces dispositions, peut annuler une loi du Congrès ou des États qui est contre aux mots, au texte, aux provisions de ce document. En face du juge américain, ses pairs burkinabés, des journalistes aussi. L'écoute est attentive, le coup est dispensé par un magistrat pétri de connaissances et auréolé de dizaines d'années d'expérience. L'avortement, la peine de mort, la prison de Guantanamo, l'indépendance des juges, voilà bien des sujets d'intérêt des élèves d'un soir. Chaque État a sa justice, la Cour suprême est au-dessus des États, mais au niveau de la Cour suprême, on est obligé parfois de respecter les lois de chaque État. Donc vous voyez que c'est vraiment difficile. Ce serait bon que nous-mêmes on puisse s'y rendre pour mieux comprendre le système. Les États-Unis d'Amérique et le Burkina Faso, c'est deux systèmes judiciaires différents, mais un même combat, la justice pour tous. La justice ne serait donc pas l'apanage des hommes de droit. Gouvernés et gouvernants devront servir aussi la justice pour un monde plus juste. Un peu d'économie dans ce journal. Le rendez-vous annuel de l'administration du Trésor sur la bonne gestion des deniers publics se tient depuis ce matin à Ouagadougou. La conférence qui met la question du contrôle interne au cœur des échanges permettra de faire un état des lieux et de parler de la maîtrise des risques. L'ouverture de la 15e conférence annuelle des services du Trésor avec Drissa Seri. Depuis 2005, le contrôle interne a été institué au Trésor. Selon les responsables, depuis la mise en œuvre de ce contrôle interne, beaucoup d'améliorations ont pu être observées, même s'il subsiste encore quelques risques. La 15e conférence annuelle des services du Trésor mène la réflexion sur le contrôle interne au sein des services du Trésor public, état des lieux et perspectives. Après 7 ans d'application, il est apparu opportun de s'asseoir pour réfléchir un peu sur l'état de mise en œuvre du contrôle interne au sein de l'Institut comptable. Donc, ce thème de cette KST va être déroulé autour de deux ateliers. Un premier atelier qui va faire l'état des lieux
qui permettra en tout cas de relever les forces et les faiblesses et faire des propositions d'amélioration pour le contrôle interne au sein de ce trésor. Le second atelier, lui, va porter sur la question des risques. Vous savez bien que c'est les risques qui peuvent déterminer un peu comment les choses vont être organisés. Le contrôle interne peut s'entendre comme un outil de gestion. Donc, si on maîtrise mieux les risques, on a même en tout cas de pouvoir mettre en place un dispositif de prévention et en tout cas d'atténuation des risques. Donc, le deuxième atelier permettra à notre administration de voir s'il y a des nouveaux risques qui sont apparus. Est-ce que notre administration, dans la mise en œuvre de ce contrôle interne, prend en compte tous les risques potentiels? Et c'est l'occasion également de faire des propositions de recommandations qui pourront être mises en œuvre au sein de notre administration pour encore améliorer le contrôle interne. Du reste, dans le nouvel organigramme du ministère de l'économie et des finances, l'ensemble des directions centrales et générales doivent être couvertes par le contrôle interne. L'objectif de la 15e KST est de faire en sorte que le contrôle interne soit mieux ancré dans les directions des services du Trésor, que les risques soient mieux maîtrisés et que le contrôle interne soit renforcé au sein des services du Trésor public. Un collège et une ambulance et 2 ambulances pour la commune rurale de Tanguène-Dassouri. Les élèves du village de Sané sont les plus heureux car ils ont commencé l'année scolaire dans un collège d'enseignement secondaire tout neuf grâce à un partenaire du village. Donc, quant aux 2 ambulances, c'est le conseil municipal qui les offre au centre médical de la commune. Jacques Lamissa Tarpara. Un collège d'enseignement général, les populations de Sané dans la commune de Tanguène-Dassouri s'en réjouissent. Cette infrastructure vient contribuer à décongestionner les autres établissements existants et à rapprocher l'école des populations. Pour sa première cuvée en cette année scolaire 2012-2013, le CEG de Sané compte 70 collégiens. La réalisation de l'établissement a été possible grâce à un partenaire du village du nom d'Abraham, un Autrichien. Dans la même foulée, le conseil municipal de Tanguène-Dassouri a remis 2 ambulances au centre médical de la commune. Inscrit dans son plan communal de développement, le conseil municipal a tenu à réaliser ce point essentiel de ses priorités. Le conseil municipal, en plus des infrastructures qu'il réalise, tient vraiment à cœur la santé. Donc c'est quelque chose qui tient à cœur le conseil municipal et c'est pour cela que nous prenons des actions dans ce sens-là. Bon, si on regarde dans le domaine de la santé, en tout cas le conseil municipal a pu mettre en tout cas à la disposition de la population les infrastructures, les équipements, plus les ambulances y compris, quelque chose des investissements de plus de 300 millions. Donc c'est pour dire que en tout cas au niveau du conseil municipal, c'est une préoccupation. Des ambulances, mais aussi des motos ont été remises aux infirmiers du CSPS de Yimdi, Foi du Maire, de Tanguène-Dassouri. Tous les centres de santé et de promotion sociale de la commune seront dotés de motos pour faciliter les interventions. L'association Vive avec Bazoulé, elle a offert 3 nouvelles classes à l'école de Ségédin, toujours dans la commune rurale de Tanguène-Dassouri. L'association n'entend pas s'arrêter là. Elle a pris l'engagement d'œuvrer à la construction d'un CSPS et d'un établissement secondaire pour le village Nyarkiteda. Le ditanier entonné avec sérénité à Ségédin, dans la commune de Tanguène-Dassouri, les populations et les autorités locales célèbrent à l'unisson la normalisation de l'école du village. Ouverte en 2005 avec seulement 3 classes, l'école de Ségédin dispose aujourd'hui de 6 classes grâce à l'association Vivre avec Bazoulé, basée à Tours, en France. C'est lors d'une visite avec ma femme que nous avons vu l'état de l'école qui était là, avec un enseignant qui était assis sous un arbre en train de donner des cours, et derrière une maison en banco, avec la toiture en paille. Et nous avons eu l'idée en rentrant en France, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour aider ce village, et d'où la naissance de l'association en 2005. Outre les 3 classes, l'association Vivre avec Bazoulé a construit 3 logements, des latrines, un fourrage et apporte également son soutien pour la cantine scolaire. Des réalisations et gestes salués par le conseil municipal de Tanguène-Dassouri et les autorités en charge de l'éducation qui invitent les populations à en faire bon usage. Si on fait un peu le bilan, les réalisations que l'association a déjà faites s'élèvent autour de 140 millions. Si on vous rince le dos, il faut que vous aussi, à votre tour, vous rincez le visage. Et nous pensons que les populations
de Tangandasouri, particulièrement celle de Saint-Rédin, prendront les dispositions pour accompagner l'association. Le geste de l'association Vivre avec Bazoulé ne s'est pas limité au bâtiment. Elle a également apporté du matériel pédagogique pour la communauté éducative de Tangandasouri. La construction d'un CSPS et d'un établissement secondaire sont les futurs projets de l'association. Mais déjà, l'association travaille pour une coopération entre la ville de Tours, en France, et la commune de Tangandasouri. L'école de Goupana, dans la commune rurale de Pabré, elle a soufflé ses 50 bougies et samedi dernier, c'était la fête au village. Un jubilé d'or qui a donné à réfléchir sur l'avenir de l'éducation dans la localité et dans la foulée, la première pierre pour la construction d'un CEG pour concrétiser l'intérêt porté à l'éducation. Symphorien Somda. Octobre 1962, octobre 2012, cela fait 50 ans de vie pour l'école primaire de Goupana. Les anciens élèves, en collaboration avec la population de Goupana et des environs, ont décidé de marquer un arrêt pour réfléchir sur l'avenir du système éducatif du village. Nous avons remarqué que les filles, non seulement elles n'y vont pas, mais quand elles y vont, rapidement elles sont débauchées et mariées. Donc nous avons voulu inclure tout cela en organisant ces 50 ans-là, pour permettre aux parents d'abord de découvrir que c'est par l'école que nous sommes ce que nous sommes et qu'il faut que cela soit aussi pour les filles. L'idée qui a jailli des concertations, c'est la construction du CEG dont la pose de la première pierre est intervenue ce samedi 10 novembre au cours de la cérémonie de commémoration du Jubilé d'or. Le projet s'élève à près de 51 millions de francs CFA. La construction du bâtiment a déjà commencé, d'où la joie des anciens maîtres. Ça me fait plaisir de voir que on est toujours en vie, on remercie Dieu. Il n'y a pas eu grand changement. Les classes qu'on occupait là, on a vu que c'est à peu près les mêmes classes, quoi. Ouais. Mais on sent l'effort des gens pour garder l'école intacte, quoi. Le CEG occupe une superficie de près de 10 hectares. Il est prévu la construction de 8 classes et le CEG sera alimenté par les élèves de 6 écoles des villages environnants. À Diapaga, c'est un écomusée qui a été inauguré le week-end dernier. Un lieu qui permet de découvrir l'homme dans sa relation avec son milieu. C'est le fruit du partenariat entre l'Organisation mondiale du tourisme et la coopération italienne avec l'accompagnement du ministère de la Culture et du Tourisme. Nicolas Zigani nous fait découvrir ce lieu éco-culturel. Un écomusée qui permet de sauvegarder la mémoire collective et le patrimoine culturel de la localité de Diapaga et environnant. Cette identité de la population qui renseigne sur son passé est constituée de 3 cases qui mettent en exergue l'importance de la biodiversité, l'éducation environnementale et la structure d'une cour royale. Vous avez les légendes différentes liées au baobab. Ainsi, vous avez les descriptions du lion et les liens entre les lions, par exemple la famille Lompo qui est très répandue ici dans la zone, parce que les deux choses vont vraiment ensemble. C'est comme ça qu'on passe à la case de la culture pour voir comme le peuplement a eu lieu dans ces milieux naturels. Donc dans la case de la culture, on a l'occasion de visiter une famille royale, la case d'une famille royale, avec ses différentes cases, l'antichambre du chef, la case du chef, les gardes, la chambre de la femme. Et donc on a essayé de collecter des objets. Cet écomusée fait partie du projet de tourisme durable pour l'élimination de la pauvreté dénommé STEP. Et la population est appelée à participer activement pour profiter des opportunités qui s'offrent à elle. Ça veut dire qu'en même temps qu'on valorise les potentialités artistiques, les potentialités naturelles, cela doit pouvoir également apporter une plus-value. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur place, il y a la promotion, par exemple, de tous les savoirs locaux, que ce soit au niveau de l'artisanat, que ce soit au niveau donc, de l'agriculture, donc le maraîchage, etc. À côté, bien sûr, des découvertes pour le tourisme, il y a une économie locale qui se développe et cela permet de stabiliser la population, par exemple au niveau des jeunes. Ce joyau a vu le jour grâce au financement de l'Union européenne à travers l'Association de coopération rurale en Afrique et Amérique latine, avec l'accompagnement du ministère de la Culture et du Tourisme.
Handicap Solidaire Burkina, qui lutte pour la mise en œuvre effective des droits des personnes handicapées, a convié les représentants des départements ministériels et la société civile à une rencontre à Ouagadougou sur l'application des textes en faveur de cette couche. Une rencontre d'information sur la situation sociale des personnes handicapées et qui devrait accoucher d'une feuille de route pour un plaidoyer. Wendata Nathalie Kaori. La Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées a été ratifiée par le Burkina Faso en 2009. Depuis cette ratification, des lois ont été votées en faveur des personnes handicapées, mais malheureusement le constat est que ces lois sont méconnues ou non appliquées. Même déjà, on dit que la personne handicapée a droit à l'animation de la vie civile et politique, mais vous allez vous rendre compte que même les personnes handicapées qui s'aventurent dans ce sens rencontrent des difficultés, des stigmatisations et des rejets du fait de leur handicap, parce que les gens systématiquement voient l'incapacité de la personne. Vous verrez même au niveau de l'accessibilité, on parle que tous les bâtiments publics et les lieux publics doivent munis de rampes d'accès. Vous allez constater qu'à ce niveau, ce n'est pas respecté. Dans presque tous les domaines, il y a des difficultés. Ceux qui sont conviés à cette rencontre vont dans un premier temps apprendre sur les formes de conception, de préjugés et de difficultés que rencontrent les personnes handicapées. Ils vont ensuite procéder à une analyse des textes votés, leur effectivité et leur impact sur les bénéficiaires. Enfin, ils devront formuler des recommandations pour la protection et la promotion des droits des personnes handicapées. Certainement que les recommandations ne seront pas uniquement adressées au ministère en charge de la question, mais à tous les départements ministériels et à certaines institutions de la République. Donc, le ministère fera sien ces recommandations afin de rendre effective cette loi et la convention dans notre pays. C'est depuis 2008 que Handicap Solidaire Burkina réalise des activités de plaidoyer en vue d'intégrer les préoccupations spécifiques des personnes handicapées dans les programmes de développement. Pour le présent atelier, elle a bénéficié de l'appui financier de la GIZ et de l'appui technique du ministère de l'Action